Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Électrique. Aujourd'hui, très gros épisode. Je pense même que c'est le plus long que j'ai jamais fait. Je vous le sépare donc en chapitres pour vous permettre de le regarder à votre rythme si vous le souhaitez. Nous allons dans l'ordre parler de la seconde vie des batteries, essayer un petit véhicule à pédale qui monte à 85 km/h, si, je vous assure, puis rouler avec la R5 électrique jaune que je vous tease depuis quelques semaines. Nous allons parler de sa technologie et de celle d'un prototype de R5 électrique. Enfin, nous irons essayer un prototype de voiture électrique assez mystérieuse et regarder sous son capot pour y découvrir une technologie impressionnante. Allez, c'est parti, on y va. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais insister pour une fois sur les souscriptions YouTube. C'est le petit bouton souscrire juste en dessous des vidéos. En plus des abonnements gratuits, les souscriptions m'apportent une bouffée d'air frais financière. Du coup, je voulais remercier énormément tous les souscripteurs. Sachez également que des épisodes sortent en avance pour les souscripteurs. Ça peut être quelques heures ou quelques jours, mais en tout cas, c'est avant la publication publique. Cela me permet de vous remercier un petit peu. Des épisodes comme celui d'aujourd'hui demandent énormément de moyens, de temps, et m'imposent de prendre congé pour mon travail annexe. Je prends donc du retard sur ma formation et donc retarde le moment où je pourrais me passer des revenus de la chaîne. Les tips sur Tipeee et les dons PayPal sont donc des sources de financement qui me permettent aussi d'avancer, afin de vous proposer des contenus différents et qui demandent pas mal d'investissement. J'ai aussi mis en vente mon scooter pour le premier projet de la chaîne, premier projet concret, et vous pouvez trouver le lien de l'annonce en description. Merci d'avance pour les partages. Voilà, maintenant il est temps d'entrer dans le vif du sujet. La voiture électrique, c'est aujourd'hui une affaire d'industriels et de gros sous. Elle a été pourtant inventée en même temps que l'automobile et n'a jamais totalement disparu. Plus confidentielle à partir des années 1920, elle est cantonnée à des usages spécifiques comme les camions de livraison de lait en Angleterre ou les voiturettes de golf par exemple. Le premier choc pétrolier de 1973 va changer cela et des passionnés ont décidé de créer des voitures électriques pour la route, essentiellement aux États-Unis. J'avais déjà parlé de la Corvette Motorola, mais d'autres ont tenté leur coup un peu plus tôt. Ainsi, les laboratoires Bell ont converti une Renault Dauphine pour la faire rouler à l'électricité. Cette voiture, je l'ai vue de mes yeux et elle se trouve actuellement en France. Elle a été restaurée grâce à la passion d'une entreprise française, Green Vision, à Étampes. C'est son patron, Yann Lelon, qui nous a accueillis pour une visite et des essais exceptionnels. Un grand merci à lui pour son accueil et un immense merci pour ce t-shirt vintage. Nous sommes en effet tous les deux fans des Toyota Supra de litre 8 des années 80. Et de bien d'autres merveilles électriques ou thermiques. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui est ouvert à toutes les technologies. Je dis également nous car je ne suis pas allé seul chez Yann. Mathieu Petrovic, un ami des tout débuts du Choucroute Garage, m'accompagnait et a gentiment accepté d'être mon cadreur pour un jour. Merci Mathieu. Cette journée a été ponctuée également par des échanges avec deux d'entre vous que je salue, Loïc et JPL. Loïc est un ami et client de l'entreprise, tandis que JPL n'est autre que le papa de Yann. Ils sont tous les deux abonnés au Choucroute Garage, je vous en remercie. JPL est également un ancien chercheur à la SNCF sur les systèmes de propulsion, et donc a bien inspiré son fiston. D'ailleurs, on a eu des échanges techniques qui sont fichtrement intéressants. Bien, maintenant je vous propose qu'on aille voir ce que fait Green Vision avant d'essayer ces fameuses autos. On est aujourd'hui chez Green Vision, à Étampes, au sud de Paris, et on est accueilli par Yann. Bonjour Yann. Bienvenue à toute l'équipe de Choucroute Garage. Merci. Super cool, on vient de pas mal s'amuser, on ne dit pas, comment dire, ça se voit pas forcément. On va pas spoiler, hein. On va pas tout spoiler. On a passé une partie de la journée à s'amuser. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ouais, c'est ça. En fait, avant de commencer cette vidéo et d'aller faire mumuse avec quelques jouets, je voulais que Yann puisse nous présenter finalement qui il est, et puis le parcours et l'entreprise qui nous accueille aujourd'hui. Je vais quand même essayer de faire court parce que ça fait un paquet d'années qu'on fait tout ça.
Donc à la base, plutôt une grosse passion pour la technique et en particulier pour l'électronique et les véhicules. Alors c'était difficile à matcher autrefois. Il n'y avait pas trop d'électronique dans les voitures. J'aime beaucoup les voitures anciennes. Et puis quand les conversions ont commencé à arriver aux États-Unis, j'ai trouvé ça vraiment super génial. Quand les batteries lithium ont commencé à arriver et permettre des choses qui étaient jugées impossibles avant les années 95-2000, j'ai trouvé ça génial aussi. Et au bout de quelques années à regarder très avidement les réalisations américaines sur Internet, eh bien, j'ai décidé de me mettre à mon compte dans le domaine d'abord des batteries lithium, dans leur assemblage et la conception de packs pour une demande qui commençait à arriver sur le stockage d'énergie, que ce soit pour des petits véhicules ou du stationnaire. Et puis, au fil du temps, des clients qui partageaient notre passion pour tout ce qui roulait nous ont demandé d'aller un petit peu plus loin et de travailler sur des véhicules. Donc, il y a en plus de 10 ans, il y a des centaines d'histoires super sympas. Bon, c'est pas forcément l'objectif de la journée de raconter tout ça, il faut en garder un petit peu. Mais on a eu le plaisir de travailler sur beaucoup de projets automobiles et d'intégration de batteries sur des véhicules. Vous avez d'ailleurs un partenariat qui est relativement récurrent et important avec Renault. Ouais, complètement plutôt alors sur la partie test de batterie. En fait, on a relevé quelques challenges que Renault nous avait demandé de relever il y a 7-8 ans sur des tests de batterie. Et du coup, on a, avec eux, défini des matériels de test et on est allé beaucoup plus loin puisque on travaille depuis sur la seconde vie. Et très modestement, je pense qu'on est une des sociétés qui a été la première en Europe, si ce n'est au monde, à déployer de manière aussi importante la seconde vie des batteries automobiles et avec une versatilité que permet notre taille modeste. Donc beaucoup d'applications différentes. Voilà, donc en fait, batteries que vous avez ici ont deux destinations. Globalement, il y a une partie, c'est des tests qui sont demandés par les fabricants. Et comme ici, les 18650 qui sont là, qui sont plus là pour éventuellement réfléchir à de la seconde vie ou sur ce type de module qui est un module Renault. Ça c'est du Zoé. Zoé 50, ouais, ce sont les dernières. Donc ça c'est du Zoé 50 par exemple, de réfléchir avec un module comme ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire derrière et en l'occurrence pas seulement en stationnaire. Parce que toi, tu fais pas que du stationnaire, tu fais aussi d'autres choses. Ouais, alors on va pas tout dire parce qu'il y a des parties où nos clients veulent qu'on reste discret, mais on peut réintégrer ces batteries, à commencer sur nos propres projets de réparation de véhicules anciens électriques. Entre autres, ouais, sur les voitures, on va pas spoiler tout de suite, mais sur les voitures qu'on va essayer tout à l'heure, eh ben, il y a de ces batteries-là ou des blocs comme ça, je sais plus, je crois que c'est du Zoé. Du Zoé. Donc c'est du Zoé qu'on a dedans. Et voilà, ça permet de faire revivre des voitures assez exceptionnelles. Et réintégrer, on pourrait réintégrer ces batteries dans des véhicules. Alors, peut-être question réglementaire, ça aussi, on pourrait y passer des heures à en discuter. Mais on en a parlé. On pourrait imaginer mettre à jour des véhicules qui ont des batteries défaillantes d'ancienne génération, comme on ne refait pas industriellement des batteries qui ont été faites il y a 10 ans. On peut imaginer, avec ces produits plus récents, maintenir en service des véhicules plus électriques plus anciens. Donc il y a tout un enjeu d'économie circulaire autour de ces produits qui sont à la fois un problème par rapport aux difficultés de leur recyclage matière sur lesquelles tout le monde est en train de se positionner sur la planète et la question de pouvoir finalement, puisqu'on s'aperçoit à l'usage qu'elles durent plus longtemps pour beaucoup d'entre elles que les véhicules qu'elles propulsent, pouvoir leur trouver des applications qui rentabilisent leur empreinte écologique pendant encore de nombreuses années. Et donc ça veut dire que avant d'aller les broyer pour en faire d'autres, ce qui a forcément un impact environnemental, eh bien on peut les réutiliser pour des applications plus douces que la traction par exemple, comme le stockage solaire. Donc c'est une partie de notre métier de définir des architectures avec ces batteries pour ce qui aujourd'hui est devenu presque une évidence au niveau mondial, c'est que l'énergie solaire est la moins chère à produire et qu'elle a par contre ce problème d'intermittence qui nécessite un stockage. Donc
peut-être que les batteries de voitures seconde vie sont, en tout cas pour quelques années, c'est un autre sujet, l'intégration de plus en plus poussée, Tout à fait. de pouvoir les valoriser très longtemps et qu'on puisse en avoir jusque dans nos maisons. Alors, les packs qui sont ici, dis-nous, donc ça, on a dit, c'est un pack Zoé 50, Ouais. il est composé de Alors, cellules c'est POC. alors ce sont pas les mêmes, hein, c'est pour donner une illustration parce qu'on les a pas désossés, mais c'est ce type de pochettes qui sont compactées. Donc par exemple dans ce module, on a 16 pochettes qui sont toutes en longueur avec les électrodes qui sortent chacune d'un côté. Vous avez Ça, c'est quoi comme ça, module? c'est la Twizy. Donc on voit que ça vient de la même famille, hein, c'est LG, c'est marqué dessus. Donc même principe d'assemblage avec des pochettes. Ce sont des modules de capacité assez élevée en ampères, mais en faible tension. Il y a 7 modules dans la voiture. Pour ce qui est de la Zoé, il y a 12 modules comme ceci autour d'une belle boîte très très costaud. Ça, c'est un module qui provient de la Mégane, donc la Mégane 60. On voit les progrès d'ailleurs dans l'évolution du packaging. C'est marrant parce que le packaging ici, il est relativement rudimentaire par rapport à celui-là où il y a des pièces moulées. Et on se rend vraiment compte que là, il y a une recherche de moindre coût, mais en changeant le matériau, de garder quelque chose de tout aussi résistant, tout aussi compact. Et... Ouais, la densité est assez remarquable puisque ce module-là stocke 5,2 kWh. Alors, par contre, il est relativement lourd, mais en densité volumique, Ouais, là, il est très intéressant puisque ce sont encore une fois des cellules POC. Et finalement assez similaire dans l'architecture, mais avec des cellules prismatiques. On a ce module LG qui provient de Peugeot 208, qui est également assez intéressant en seconde vie de par ses dimensions et ses caractéristiques. Alors, ça provient d'un scooter? Ça provient des scooters d'autopartage parisiens dont la batterie est THS. Alors, ce dont on aperçoit, c'est que c'est quand même un peu plus compliqué de réutiliser ces modules. Alors, on va pas détailler toutes les raisons, mais en fait, souvent, ils sont déséquilibrés. C'est plutôt l'électronique qui les gère, qui les détruit. Et donc, il y a un travail de sélection et de remanufacture qui est plus délicat. C'est soudé par points. Bon, ça, c'est pas démontable, mais en même temps, on voit que le vieillissement est beaucoup plus homogène. Les standards automobiles sont très exigeants et ça se voit sur les produits qui en sont issus. Et puis, on a d'autres cellules dont on saura difficilement quoi faire. Alors, on a quelques petites idées, mais ça, ce sont peut-être un des problèmes du recyclage et de la seconde vie, en tout cas, puisque on voit pas trop d'appliquer d'autres applications classiques. C'est les petits modules qui viennent de véhicules hybrides, où on a un format qui est pas vraiment viable par le peu d'énergie qu'il contient. Et donc on pense à des petites applications, mais ce sont des modules qui sont très typés sur la puissance, mais pas sur la capacité. D'accord. Finalement, on se rend compte qu'une grosse partie du métier, alors c'est sûr que l'électronique c'est quelque chose de très important pour les batteries, hein, sur la supervision, etc. Mais j'avoue, dans notre expérience et notre petite carrière, que finalement les questions de mécanique et d'intégration sont toujours plus compliquées. L'électronique, bon, voilà, c'est des fils, des cartes, etc. On trouve toujours une solution. L'intégration des packs, avec les très nombreuses contraintes, faut l'ancrer sur quelque part, sur un châssis, sur un mur. Il faut les attacher dedans, il faut les refroidir, les réchauffer. Que ça coûte pas trop cher à faire, il y a des aspects de résistance au feu également sur les batteries. Il y a beaucoup plus de contraintes et c'est toujours ce qui nous a le plus cassé la tête. Mais du coup, on peut dire que c'est un métier qui fait intervenir pas mal de compétences. Hein. Il n'y a pas que de l'électronique pure, il n'y a pas que de l'électrochimie. D'ailleurs, on n'en fait pas, on va pas les ouvrir pour les modifier. Ces batteries, finalement, est-ce qu'on va pouvoir les remettre dans une autre voiture? Alors c'est compliqué, on en a pas mal discuté. Et entre confrères aussi. Le problème, c'est que les réglementations sont extrêmement strictes, que c'est presque plus compliqué d'homologuer un montage fait avec des éléments seconde vie que avec des cellules neuves. Il y a toujours des inquiétudes de la part des organismes législatifs et de certification. Donc, en fait, c'est sans doute beaucoup plus simple et peut-être plus profitable pour l'environnement de les réintégrer ou de les utiliser entières. Hein, c'est ce qu'on promeut dans la mesure du possible. Donc chaque fois sur un module, quoi. Non, même un pack ou un module. Le pack complet quand il s'y prête. Alors il y a des packs qui ont des formes très très torturées, je les vois pas dans mon salon, mais il y a des packs qui sont très lisses.
et qui permettrait un accrochage au mur, etc. Bon, c'est possible. Mais en tout cas, dès le stade du module, on peut réintégrer des systèmes de stockage solaire sans trop de difficultés. Ils présentent eux-mêmes leurs difficultés de certification, mais c'est quand même beaucoup moins exigeant que les réglementations de certif automobile. Ok. Donc finalement, toi, ton travail, c'est de réintégrer tous ces modules ou ces batteries, ces packs dans d'autres choses que de l'automobile. Et à côté de ça, d'aider les constructeurs et les fabricants à finalement certifier les choses. Trouver des débouchés et effectivement démarrer aussi par ce travail de qualification des packs. C'est-à-dire que quand un pack a travaillé pendant des centaines de milliers de kilomètres dans un véhicule, on doit juger de manière sûre et certaine de son aptitude à continuer à être utilisé en seconde vie. Il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement d'ailleurs sur... il n'y a pas que l'usure, hein, il y a aussi les accidents. Il y a beaucoup les assureurs commencent à râler sur les voitures électriques parce que en fait, on a un peu tendance à jeter très vite le bébé avec l'eau du bain, le pack part à la poubelle. Oui, alors qu'il n'est pas forcément abîmé. Voilà, mais pour le moment, il y a peut-être un petit peu de travail sur justement une qualification un peu plus fine, je pense à des techniques de radiographie, etc., pour vérifier que l'intégrité du pack. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément ce qui s'est passé à l'intérieur après un choc. Aujourd'hui, c'est le principe de précaution qui prévaut, à savoir, il y a un accident, il y a un choc, on détruit la batterie, on va pas la réutiliser, même pour autre chose. Un petit peu de la même manière que on a trouvé du benzène dans un lot de pots pour bébé, on va jeter le lot complet, alors que si ça se trouve, on n'aura que 2 ou 3 pots qui seront touchés. Effectivement, donc je pense qu'il y a vraiment un travail de fond sur la qualification, qui est vraiment une partie importante de nos compétences, pour éviter le gaspillage. Et puis derrière, les possibilités seront illimitées. La décarbonation de l'économie passe par le stockage d'énergie renouvelable. Donc les batteries ont une place très importante dans ces futurs écosystèmes. Finalement, les voitures électriques que tu as en bas, qu'on voit dans l'atelier, etc., c'est finalement des clients et amis à toi. Ou alors c'est tes voitures. Ouais, on a une petite collection, effectivement, où on va pouvoir... ça nous sert aussi de banc d'essai pour nos projets. Bien, écoute Yann, je te remercie. Je te propose qu'on aille maintenant aller faire mumuse avec les voitures. Et au final, voilà, on va pouvoir voir un peu ce que vous pouvez faire, vous, en interne. Alors, sachant qu'on est sur de l'homologation prototype, hein, c'est de la plaque d'immatriculation de prototype, on ne peut pas se permettre de rouler avec ces voitures au quotidien. Mais au moins pour les garder roulantes. Exactement, on va passer de la théorie à la pratique. Voilà, tout à fait. Il est temps de passer à l'essai du premier ovni de la collection de Yann, le Twike. Et vous allez voir, c'est plutôt pimenté. Alors, voilà, ça c'est un Twike. C'est un Twike de 1990. Donc c'est un produit qui a été à l'époque conçu par des étudiants suisses et industrialisé en Allemagne. Donc c'est pas un gadget, c'est pas une pré-série, c'est vraiment un véhicule qui a été produit en série. Je pense qu'aujourd'hui ils en sont peut-être à 2000 exemplaires. Et il continue à se vendre. Il continue à se vendre, c'est très cher, mais on choisit les composants à la carte, notamment les batteries. Et c'est homologué en France ? Alors, j'ai cru comprendre qu'à une époque, un importateur qui clamait qu'il l'avait fait, mais j'en ai jamais vu vendu ici. Donc je pense pas. Je pense pas que ce soit homologué en France. Je crois qu'il y avait un problème avec le pare-brise. L'UTAC était pas d'accord avec le fait que le pare-brise était en 2 parties avec un montant central. Ça les gênait beaucoup. C'est un véhicule qui est un peu particulier, je pense, d'un point de vue aussi réglementaire, parce qu'il est capable de rouler assez vite. 85-90 km/h. Avec pour moi des trains roulants de mobilette, quoi. Donc si les Allemands gèrent ça correctement, je sais pas si en France ça passe. Donc ils ont commencé comme une espèce de prototype, et puis quand ils sont passés à la partie industrielle, ils ont commencé avec des batteries cadmium-nickel. Donc le parti pris, c'était tout de suite de démarrer avec de la haute tension. Donc 300 volts, tu l'avais chargé à 362, ouais. Donc c'était assez intelligent mais original pour un petit véhicule. Je pense que c'est le seul petit véhicule qui soit, à part quelques motos, qui soit vraiment en haute tension. Et d'autres trucs rigolos comme les commandes en bois. Il y a plein de petits clins d'œil un peu écolo. Il y a beaucoup de pièces qui viennent de l'univers du vélo, sachant que c'est un dérailleur de vélo sur le train arrière. Sinon, tu as toutes les commandes d'un véhicule classique. C'est un petit peu déroutant au niveau de l'accélération parce que tu as juste 2 boutons
qui ont chacun 2 positions d'enfoncement. D'accord. Donc tu as deux puissances d'accélération et de décélération. Ok. Il n'y a pas d'accélérateur proportionnel. Il a un système de cruise control, donc on appuie 2 fois d'un seul coup sur la touche et il reste à la même vitesse. C'est assez ergonomique en fait. Non, l'ergonomie est incroyablement bien pensée. Le freinage, alors tu as la roue avant avec un levier de vélo et les roues arrière avec un système type vélo hollandais avec rétropédalage. Cylindre rétropédalage. Donc tu vois, la mécanique est transparente, hein, t'as le mètre cylindre ici. Ah ouais. C'est assez simple, quoi. Très efficace. Très efficace. Et donc là, nous, quand on pédale, ça sert vraiment à quelque chose? Alors, ils n'ont jamais, dans la communication, ils n'ont jamais dit que c'était le système de propulsion principal. Hein. C'est plutôt vu comme une manière de s'exercer quand on va au boulot, plutôt que de faire de la salle de sport. Et ben, on aide son véhicule à avancer. Il est indéplaçable avec les pédaliers. Parce que la machine pèse quand même 200 kg. Donc c'est pas du tout le mode de propulsion principal. Il y avait des versions, alors je pense qu'ils ont arrêté de proposer ces versions, mais il y avait des versions sans pédalier. D'accord. Donc le pédalage fournit, je sais pas, 5-10% 15% de l'énergie. Mais il faut le voir plus comme un amusement et un sport. On a de la visite. On a un volontaire pour venir. Alors. Donc il pédale aussi. Je pense qu'il courra plus vite. Donc ce qu'on peut proposer, c'est de faire un petit balade avec. On va aller faire une petite balade. Donc t'as un petit levier pour avoir marche avant, marche arrière. Ah ouais, petit levier en bois. Là on est en marche arrière. Attends. Alors évidemment il n'y a pas de direction assistée. Voilà. On entend bien le son de l'onduleur dans le moteur. Ouais, et puis on entend bien le jeu de la transmission. Ouais, peut-être un petit truc à revoir dessus. Donc c'est un moteur asynchrone, un petit moteur industriel, mais la boîte de vitesse c'est eux qui la font. D'accord. On va fermer le cockpit de l'avion. Ça, faut pas être claustro. Non, faut pas être claustro, oui, effectivement. Donc la prise en main est un peu particulière, mais on s'y fait vite. Je crois qu'avec la machine, ils vendaient une petite formation d'une demi-journée. Alors, au niveau bruit, ça me fait penser un peu au... Comment il s'appelait le système... le Carver. Ah, le Carver d'ailleurs est plus gros le Carver. Oui, enfin, pas tant que ça. Hein. En électrique. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Ouais, c'est intime hein, pour emmener sa copine. C'est pour aller en vacances, ouais, c'est bien. Alors curieusement, c'est un succès que justement, parlons de gens en fait, qui n'ont pas beaucoup de succès auprès des filles. Quoi. Curieusement, dans la famille, elle préfère les SUV. Ouais, visiblement. Ouais. Alors, tu noteras le système de chauffage d'origine. Oui, je vois. De sèche-cheveux brown. Ça a l'avantage de bien marcher en 300 volts. Putain, ouais, tu m'étonnes, en 300 volts, ça doit être bien. Alors effectivement, ce qui est surprenant, c'est qu'à l'arrêt, le pédalier, lui, il est très souple. Mais dès que tu es en prise, en fait, il résiste. Ah oui, puis t'as les vitesses, on est en 5, hein, on peut mettre un rapport plus court. Hein. D'accord. Donc les packs d'origine, c'était des cellules Sony un peu particulières en 1850. Assez costaud d'ailleurs, qui n'avaient pas de BMS. Ouais. Avec un système d'équilibrage chimique. C'est-à-dire que dans cette chimie de cellules un peu précurseurs, il y avait un composé qui, au-delà d'un certain seuil de tension, devenait résistif. Ok. Et permettait de maintenir l'équilibrage sans BMS électronique. C'est particulier. C'est pas idiot. Ouais. Ça reste une solution qui est pour être donné la référence, je pense qu'elles sont plus fabriquées depuis longtemps, mais elles étaient assez costauds. Et c'est du lithium-ion. C'était du lithium-ion, mais avec des densités d'énergie assez faibles. C'est des éléments qui faisaient, je pense, 1,5 ampère. Et donc là, on l'a remplacé par des batteries recyclées de scooters électriques, par exemple. D'accord. Voilà. Ce qui lui donne une autonomie tout à fait correcte. En fait, suivant le pack batterie que tu choisis, tu peux avoir une autonomie de 500 km. Ok. Il faut mettre le budget. Tu m'étonnes. Alors, ce qui est assez sympa dans le principe de cette société, c'est que tu reviens 10 ans après avec le mettre à jour. Il faut venir avec son chéquier. Ouais, je pense. Parce que tu m'as dit que c'était relativement cher. Ouais, alors je ne me souviens jamais des prix exacts. Je crois que la machine toute option, c'est 40 000.
Alors par contre, désolé pour le bruit, mais c'est pas très silencieux comme machine. Hein. C'est une voiture de sport. Tu vois, t'as pas besoin de 500 chevaux pour avoir les sensations. Non, c'est sûr. Alors, je pense que la bus... Ouais, laisse. Ouais. C'est là que tu te sens, comment dire, humble. Bon, vous êtes arrivé à destination. La température au sol aujourd'hui est de 19 degrés. Tu m'étonnes. À l'intérieur, il fait bien plus chaud. Hein. Alors, attends, faut que je me souvienne, c'est ça. Voilà. Et voilà. Eh ben merci. Merci pour cette balade. Ouh. Éjection. Bon, clairement, on s'est bien amusé, mais le Touareg n'est pas seulement un jouet. Il est désormais décliné en Touareg 5, qui peut atteindre, tenez-vous bien, 190 km/h. Bon, en tout cas, ce sera sans moi pour l'essai sur autobahn allemande, ça c'est sûr. Bref, question jouée, on a été servi, et pas qu'avec les véhicules. Il est maintenant temps de passer à l'essai que vous attendiez tous, cette petite citadine électrique jaune qui attire tous les regards. J'ai nommé la R5 électrique, mais celle de chez Electricar, la Electric Léopard. Cette auto est la seule à rouler en Europe dans son état d'origine et elle est dans un état de conservation impressionnant. Donc, Bah, c'est une R5 quoi. on enlève le frein à main. Tu peux essayer l'accélérateur à vide, ça va te donner une idée. Par contre, Ouais, la clé de contact, t'as même pas besoin. Enfin, si, il déverrouille le Neumann. Mais le système 12 volts est indépendant de la traction. d'accord. Et donc, le système 12 volts, il se trouve... Bah, c'est la clé de contact. Et puis, voilà, tout. Donc là, on est bon. Ah C'est oui. bon. Et donc là, je mets la marche arrière Ouais. à l'ancienne. Alors, ouh, la bonne vieille boîte. Bah, c'est une Renault. Ancienne. Alors, ouais. Donc là, j'ai débrayé. Il se passe rien, c'est bizarre. Pourquoi? T'as appuyé sur l'accélérateur? Ouais. À la course de l'accélérateur. Appuie plus profond. Ouais. Ah ouais. C'est parti. Où sont les radars? Où est la caméra de recul? Bon, à l'ancienne. Ah merde, il y a un truc là. Ah, merde. Le transpal. Alors, bon, c'est pas grave. On va refaire une marche avant. Ça fait bizarre, hein. Bon, par contre, ça freine pas des masses. Hein. Allez, on va essayer de dégager. J'ai enlevé le frein à main. Ah non, c'est le contrôleur qui fait ce bruit-là. Ouais, ça a l'air, ouais. Ouais, c'est l'induction. Enfin, l'induction. Les bobines qui chantent un petit peu. Allez, à l'ancienne, avec le bras derrière. Alors, est-ce que je vais passer là? Je suis bon là, Mathieu? Je crois pas qu'il faudra qu'on sorte la... Non, on va sortir la pompon parce que sinon je peux pas braquer. Non, on va sortir L'idée, La Pontiac, ouais. c'est de se faciliter la vie, on va pas se prendre la tête. Bon bah alors du coup, vu qu'ils sont partis déplacer la Pontiac, tant qu'à faire, moi j'en profite, je vous fais une petite présentation. Donc on est dans une Electric Léopard qui est 100% d'origine et qui surtout fonctionne parfaitement. Donc R5 électrique, une vraie, qui était fabriquée par Electricar, mais grâce à une licence Renault, c'est-à-dire qu'ils prenaient des R5 le car de là-bas, et donc ils installaient le système électrique en lieu et place. Bon là c'est pas très électrique ce qu'on entend là, mais c'est une petite Pontiac. Voilà. Et donc ce qui est assez marrant, c'est qu'on a les tensions et les ampères. Donc c'est le petit wattmètre que vous trouvez dans les voitures électriques modernes. Donc c'est assez marrant. C'est assez drôle. Elle a 6361 miles et alors c'est ce que me disait Yann tout à l'heure, il y a un joli petit carnet avec tous les petits trajets qu'a fait le premier propriétaire avec cette voiture. Donc la première année de vie de cette auto est parfaitement documentée par l'ancien propriétaire. C'est assez impressionnant. Alors c'est marrant parce que c'est des ceintures françaises. Enfin c'est des ceintures type européen et pas des ceintures à... comment ça s'appelle C'est... Tiens, on s'en tourne. C'est parti.
Et Donc finalement, la boîte, d'avoir gardé la boîte, c'est pas idiot. tu la laisses en Bon, quel bah, rapport en C'est général? toi qui vois, de toute façon, au bruit, tu sauras quand ça va trop vite. Quand ça commence à faire un bruit de C'est turbine. là dans la rue. Hein. Ouais, en fait, on peut aller sur le petit boulevard, là, c'est parfait. Une fois qu'elle est lancée, tu peux passer en deux, quoi. Et voilà. On n'a rien entendu. Et après, Alors, tes premières impressions, on va à droite. bah, On va à droite. c'est une R5. C'est une R5 comme dans mes souvenirs. Alors par contre, en deuxième, manque un peu. Hein. Ouais, bah, le moteur est un peu faible, en fait, pour la voiture, quoi. On pourrait avoir un petit peu plus de couple, mais je veux pas abîmer le moteur non plus. C'est une pièce de musée. Hein. Après, oui, parce que on va dire en... Ouah, je vais faire un démarrage en côte avec une électrique en manuel. Alors celle-là, je l'avais pas encore faite. Hein. Attends de voir la Daihatsu. Bon, par contre, la pédale de frein, version... Donc voilà, on roule à 20 miles, 32 km/h quand même. Donc voilà, j'ai essayé la R5 électrique. Comme je vous l'avais promis, R5 électrique jaune de chez Renault. Non, pas tout à fait. Propulsé par des batteries de Zoé. Et puis, elle a une particularité, cette auto, c'est qu'elle fait un bruit formidable. Voilà, on est dans une électrique, certes, alors on se rend bien compte que la technologie n'a rien à voir. Regardez là devant, les phares jaunes. Je passe ou je passe pas? Ça... Bah attends, je fais une marche arrière. Je suis plus à ça près maintenant. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait les bras, hein, moi je peux vous le dire. Hein. On a oublié tout ça. Ouais, on a oublié tout ça. Et puis, franchement, voilà, c'est super marrant. C'était juste pour l'anecdote, mais juste pour démontrer que aujourd'hui, une voiture comme ça, c'est une très ancienne électrique. On peut la faire rouler avec des batteries qui sont pas les batteries d'origine. En leur redonnant une nouvelle vie, en leur donnant quelque chose de différent. Et aujourd'hui, les batteries, ben, vous voyez, on peut les réutiliser, on peut en faire quelque chose. Ouais, et puis paradoxalement, en fait, ça permet aussi d'augmenter notablement la performance, parce que évidemment, on en remplace 350 kg de plomb. Là, il n'y a même pas 100 kg de batterie lithium, quoi. Ouais. Ce qui fait que cette électrique Léopard, contrairement aux autres, n'est pas en train de racler le sol. Exactement. C'est un peu le contraire, donc. Par contre, elle a aussi une autre modification qui est plutôt sympa, et c'est, vas-y, fais-nous péter le son. Petit essai, on a décidé de la rendre un petit peu plus marrante. Allez, vas-y Yann, fais péter les watts. Voilà, vous voyez, ça marche. Même à l'intérieur, c'est bien. Mais il faut que ce soit discret. Bon, vous voyez que finalement, préserver du patrimoine, c'est loin d'être ennuyeux. Pourtant, Yann avait encore un trésor à me montrer, et cette fois-ci des plus sérieux. C'est une des 7 R5 électriques EDF de 1973. D'où vient cette voiture? Alors, en fait, on n'a pas l'origine exacte. Elle était dans la réserve d'un musée qui s'est fait une spécialité sur les véhicules électriques qui est dans le sud de la France. On sortira le nom quand je me souviendrai. Oui. En fait, elle m'a été vendue à un prix extrêmement correct. Dans l'idée de la remettre en route justement parce qu'on venait de finir la remise en état de la Dauphine électrique et les gérants du musée savaient qu'on n'était pas là pour faire la spéculation et qu'ils étaient certains que la voiture resterait dans le giron et remise en route. Donc on n'a pas l'histoire complète évidemment, on ne sait pas qui a été le propriétaire à l'époque. On voit qu'elle a un petit peu roulé puisqu'elle a, je crois, 25 000 au compteur, ce qui pour un électrique de l'époque est beaucoup, parce que c'est des voitures où, comme à l'instar de l'américaine, les premiers clients se décourageaient assez vite sur les performances limitées et puis la durabilité des batteries. Donc l'avantage c'est qu'elle est complète.
Pour une Renault 5 de 1974, elle n'est pas trop abîmée. Il n'y a pas trop de corrosion, à part un petit trou dans le plancher. Au niveau d'ailleurs, c'est pas de sa faute, c'est l'acide des batteries qui a coulé sur le plancher. C'est souvent ce qui fout en l'air les bacs batteries dans la majorité des voitures anciennes. Hein. C'est l'acide. Hein. C'est l'acide. Donc l'idée, c'est déjà de réparer le plancher, reprendre les petits détails de carrosserie qui ne vont pas, mais il y a un petit trou sur un bas de caisse. Vraiment, pour une Renault 5 aussi ancienne, elle est très très saine. En fait, elle a l'air en piteux état parce que la peinture est passée, etc. Et qu'on a dû... Le capot, le haillon était... Ouais, ceux-là, par contre, ils ont mangé. Ouais, c'est étonnant. On dirait qu'ils ont concentré, ils ont attiré toute la rouille, donc ils ont sauvé le reste de la voiture. Donc ça, ce sera décapé, repeint. Et... Dans ce bleu ciel d'origine, dont j'ai oublié le numéro, mais qui était assez courant sur les commerciales. Absolument. Et donc, pareil, les autocollants de la version EDF seront refaits. Refait à l'identique, bien sûr. Avec les bonnes couleurs. L'avantage de les avoir, c'est de pouvoir avoir les bonnes couleurs, le bon graphisme, la couleur d'origine, donc à savoir le bon râle, avec la bonne teinte râle, donc ce qui fait que la voiture aura réellement l'aspect qu'elle avait à l'origine. Par contre, donc cette voiture n'a pas de boîte de vitesse, elle a juste un réducteur, ce qui fait que là il y a un bouton pour la marche avant, la marche arrière. Mais une voiture électrique ne chauffe pas, enfin le chauffage ne fonctionne pas avec la chaleur du moteur. Donc raconte-moi comment le chauffage est fait dans cette voiture. Alors les ingénieurs de Renault et d'EDF, je ne sais pas quelles étaient les parts de participation respectives dans l'ingénierie du projet, ont été très très intelligents parce qu'ils ont vraiment pensé à des solutions, à mon avis, innovantes pour l'époque. Donc déjà le pare-brise est chauffant. Alors même ici, à vue d'œil, on voit strictement rien. Il faut vraiment une lumière traversante assez forte, mais il y a des tout petits filaments. Donc je crois que, je suis pas spécialiste en voitures ultra modernes, mais je pense que ça existe sur les voitures. Ah oui, Ford a ce système avec des microfilaments depuis des années. Donc j'imagine une pièce qui a été faite spécialement. Ce qui est dommage, c'est qu'il a un bel impact. Voilà, bon, on le gardera quand même, on essaiera de réparer ça, on ira chez... comment ça s'appelle déjà? Carl Glouche. Voilà, pour voir ce qu'ils peuvent faire, mais c'est sûr que ça fait partie de l'ingénierie de la voiture. Et tout aussi étonnant, on a des tapis de sol chauffants, des sièges chauffants et un ciel de toit chauffant. Donc le toit de cette voiture est particulier, Déjà, le toit ouvrant est pas au bon endroit. Alors, c'est facile à expliquer. Ça servait à pouvoir sortir le pack batterie d'un seul tenant avec un chariot élévateur. D'accord. Il n'y a pas de passager. Donc, il passait par le haut. Exactement. Donc, c'est le contraire des fluences. C'était par le bas. Pour ceux qui connaissent. C'est un toit ouvrant, mais qui est ouvrant en atelier uniquement. Voilà. On pourrait imaginer du hot swapping de batterie avec ce système. D'ailleurs, ça a impliqué une autre particularité qui m'a été racontée par une des personnes qui a travaillé sur le projet. C'est que contrairement à toutes les autres R5, à ma connaissance, où le frein à main est câblé à l'arrière, sur celle-ci, c'est à l'avant, parce qu'il s'était aperçu que quand il levait le pack batterie à travers le toit, les bras tirés faisaient avancer la voiture de 20 cm. Donc, ce qui rendait la manœuvre extrêmement périlleuse. Exact. Donc ça c'est astucieux, fallait y penser. Un autre petit détail que je trouve assez intéressant, c'est que normalement la goulotte de remplissage des Renault 5 est ici. Ouais. Et il n'y en a pas. Alors que sur l'américaine, elle a été conservée parce que l'embouti était fait comme ça. Donc c'est pareil, je suis pas spécialiste en conception de... Mais ils ont fait un embouti spécial pour ça. C'est la réflexion que tu me l'ôtes de la bouche, c'est la réflexion que j'ai eue, ça veut dire que pour une série ultra exclusive, on m'a modifié la presse ou le moule, ou je ne sais pas, mais en tout cas, l'embouti n'a pas le perçage. C'est dingue ça. Ouais, non, là, c'est effectivement très, très fou. Donc j'oublie sans doute des détails, on ne sait pas tout des commandes, etc. Il y a un voyant 80 qui est mystérieux. Mais en tout cas, elle mérite vraiment d'être remise en état fonctionnel. C'est vraiment, je pense, avec la Léotard, la plus rare des R5. Eh ben, on attend avec impatience de pouvoir faire un essai avec. Bon, je sais que c'est pas pour demain. Ça fait beaucoup de projets. Vous avez beaucoup de travail. Oui, ici, il y a énormément de projets. Il y en a un qui vient de se rajouter, mais ça, je vous en parlerai parce que voilà, je suis tombé dingue d'une machine et puis on va en reparler. Maintenant, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de la technologie de CR5 et de la comparer à ce que nous avons aujourd'hui chez Renault.
Bon, alors Yann, on a ici quelques composants. Alors, explique-nous à quoi correspond tout ça. Ouais, alors on a mis un petit peu en scène un choc de génération avec, on va dire, la chaîne électrique, hors batterie bien sûr, de la Renault 5 EDF Renault. Et de l'autre côté, la beaucoup plus contemporaine Zoé, donc on trouve son moteur et la partie active de son contrôle moteur, de l'onduleur. Donc, alors le moteur, déjà la différence entre les moteurs, c'est... Alors on a deux technologies très différentes, même si c'est toujours le même principe d'attirer et repousser du métal avec des aimants et des électroaimants. Donc on a un moteur à balai très traditionnel qu'on trouve encore dans beaucoup de petits appareils aujourd'hui. Moteur Version à courant continu. Courant continu, puisque de toute façon, à l'époque, la gestion du courant alternatif sur les moteurs embarqués était très complexe. Donc le parti pris était la simplicité, donc un moteur à balai qui est en fait issu de l'industrie des véhicules type Fenwick, etc. D'accord. Donc on voit très bien le collecteur qui sert à distribuer le courant dans les bobines du rotor et les porte-balais. On a retiré les balais parce qu'ils étaient HS, on va les changer. Donc là, on voit bien le truc. Le rotor tourne et on a le courant qui est distribué dans les bons bobinages au bon moment par les 4 balais. Là, on a autre chose, on a un moteur synchrone, sans émoi, Oui, et rotor bobiné. qui est un moteur assez particulier dans la production automobile, puisque Renault avait souhaité ne pas utiliser de terre rare, ce qui est assez vertueux, avec un moteur qui ne coûte pas trop cher à fabriquer, donc un refroidissement air. Sur une voiture de puissance raisonnable, c'est pas vraiment un problème de rester sur de l'air. Donc on a une entrée d'air justement qui est de ce côté-là et l'air chaud ressort sur l'avant du moteur. Alors les particularités, c'est que effectivement le rotor est bobiné, on peut le voir. Donc si on pouvait résumer, il est construit comme un alternateur de voiture à l'envers. Le rotor étant bobiné, il faut lui amener de l'énergie. Donc ce moteur a quand même 2 balais qui frottent sur 2 bagues, mais c'est beaucoup plus fiable dans le temps que un moteur de ce type-là, puisqu'en fait ça transporte beaucoup moins de courant, donc les balais ne s'usent quasiment pas. Là, on est sur une architecture 48 volts et là, on est sur du 400 volts. Hein. Tout à fait. À l'époque, on était plutôt donc du matériel d'origine chariot élévateur en basse tension. Batterie plomb, c'était un petit peu compliqué de faire la très haute tension avec les éléments qui étaient disponibles de toute façon. Et sur les voitures modernes, il n'y a pas grand-chose en dessous de 300 volts. Donc là, en l'occurrence, 370 nominal. Le bobinage du moteur sont calculés pour ça. Maintenant, on va parler un peu commande, parce que là, finalement, le moteur tout seul, lui, il sert à rien. C'est si on n'est pas capable de lui amener le courant. Et donc, là, en fait, ce qui est là, c'est ce qui permet d'amener le courant là-bas et de contrôler finalement. C'est le contrôleur. Alors, explique-nous, parce que franchement, ça fait très industriel, ça fait très ferroviaire. On a évoqué ce mot tout à l'heure. Effectivement, c'est très surdimensionné. Alors, je pense qu'il y avait la peur que ça tombe en panne, donc je pense qu'il y a un facteur de sécurité assez conséquent. C'était très difficile dans les années 70, peut-être même dans les années 60, je pense que la conception remonte à la fin des années 60, de manier des grosses puissances en courant continu. On utilisait des schémas assez exotiques à base de thyristors. Donc ce sont des thyristors qui pulsent le courant, c'est-à-dire que on n'utilise pas des résistances pour varier le courant qui est envoyé au moteur, c'est trop consommateur d'énergie, on n'a déjà pas beaucoup d'énergie dans les batteries plomb, si en plus il faut la gaspiller dans des résistances pour doser le courant. Donc on va hacher en petits morceaux, principe qui n'a pas été abandonné par la suite. Et donc cet appareil sert essentiellement à hacher le courant d'alimentation du moteur, mais il fait aussi l'inversion de sens, puisqu'on a des relais qui permettent de changer le sens de rotation du moteur. Donc c'est assez complet. Pour info, ça, c'est l'électronique. Ça, c'est la partie qui va permettre de transmettre la puissance. Alors, montre-nous ce qu'est l'équivalent de cette pièce-là sur le moteur de la Zoé. Alors, on va tricher un peu parce qu'il n'y a pas la partie refroidissement, mais la partie strictement puissance sur le moteur de la Zoé, c'est ce composant. Donc vous voyez là, je vous mets en même temps à côté une petite photo. C'est juste quelques petits circuits qui se trouvent à l'intérieur. Cette pièce est étonnante parce que c'est vraiment ultra compact. Donc c'est le cœur, on va dire, d'un véhicule électrique moderne. C'est un module IGBT triphasé puisque ce moteur fonctionne sur 3 phases. Donc on voit bien l'entrée en courant continu. Donc ça c'est côté batterie. Et on va avoir les 3 phases qui sont distribuées.
Pour info, ça c'est la technologie qui est dans la R5 EDF. La technologie qui est dans la Lectric Léopard est très 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 similaire, même si elle a été faite un peu différemment et si elle est un peu plus compacte. Voilà. Mais globalement, ça c'est ce qu'il y a dans la Lectric Léopard. Dans la Daihatsu, il y a encore autre chose. Tout à fait, c'est plus rustique, on va en parler peut-être tout à l'heure. Tu peux nous montrer ce que tu es en train de préparer là, avec une petite Datsun? Ah oui, oui, bien sûr. Donc là, on est en présence d'une Datsun qui est là-bas. Ouais. Qui est une 280 290 83. Donc une des dernières produites. Et ça c'est le moteur. L28, très connu des taxis londoniens, Voilà. version diesel. Donc un moteur qui, ça c'est une autre histoire et assez intéressant par sa longévité. Et donc ça c'est ce que tu as sorti de la voiture. Tout à fait. Donc Et ça c'est ce que tu vas mettre dedans. transplantation cœur-poumon. On a voulu un petit peu d'humour dans cette conversion, donc ça reste complètement Nissan. Datsun, c'est l'ancien nom de Nissan à l'export. Donc on reste sur une boîte de vitesse Nissan mais plus moderne. On voit qu'il n'y a pas eu tellement d'évolution en 35 ans puisque c'est une boîte de 240 SX qui est un petit peu plus solide et moins rare que celle d'origine. On garde ce moteur qui fera une très belle table basse sans doute. Et puis on a un groupe motopropulseur complet de Nissan Leaf. Qui est très connu dans le monde de la réutilisation de composants parce qu'il est assez souple à réutiliser, très facile à contrôler. Et on peut en plus doubler sa puissance sans trop de risques. Donc voilà, c'est un peu mis en scène bien sûr, il n'est pas encore boulonné, mais on voit les principaux composants d'une conversion. Le contrôleur moteur qui est fourni avec, le moteur avec un refroidissement liquide commun, et la pièce maîtresse de toute conversion qui se respecte, c'est-à-dire l'entretoise, qui permet de coupler l'arbre du moteur électrique à l'arbre principal de la boîte de vitesse. Sachant qu'on conserve pas l'embrayage, il y a assez de puissance pour que sur les 3-4 premiers rapports, ça fonctionne indifféremment, ou presque. Donc c'est un système assez simple et très très robuste. Nous avons commencé notre périple avec le Twike qui est produit en série. Continué avec la Lectric Léopard produite à une 60aine d'exemplaires. Puis la R5 EDF dont seules 7 voitures ont été produites. Mais pour celle qui vient, c'est carrément un modèle unique qui m'a été donné de voir et d'essayer. J'ai nommé la Daihatsu Charade EV. Bon alors là, ça c'est du domaine de l'improbable. Voilà, une voiture unique. Wow, 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 wow. Alors ça c'est une licorne. Voilà, si vous avez jamais vu une licorne, ça c'en est une vraie parce que cette machine n'est pas censée exister. Voilà. Ça c'est une Daihatsu Charade qui serait un prototype d'origine parce que tout est d'origine, mais le musée qui a procuré la voiture à Yann, eh ben ma foi, il a pas toutes les infos. Mais voilà, ça c'est waouh, c'est plus qu'improbable. Boîte manuelle et elle est dans un état mais neuf. Et la particularité de cette auto, c'est que elle a 1000 bornes, quoi, même pas. Elle est plus sonore qu'une électrique classique. Hein. À l'air relais, t'entends la mécanique vivre. Donc il y a 3 gros relais de puissance. Ouais. Et les variations de couple moteur seront avec une grosse résistance bobinée. On pourra peut-être regarder sous le petit capot métal. Ouais, on regardera tout à l'heure, ouais. Donc c'est purement électromécanique. Je pense que la seule électronique là-dedans, c'est le convertisseur DC-DC. Et donc cette voiture, tu l'as eue d'un musée? Ouais, une collection, un gros musée en Belgique. Et le problème, c'est que le propriétaire est très âgé, perd un peu la mémoire. C'est le fils qui est en train de vendre quelques voitures pour payer les charges de la réserve. Et donc, ils n'ont pas l'historique. Ils savent simplement que c'est la concession de Bruxelles qui l'a donné au tout début des années 80 au musée. Donc, il n'y a aucune documentation. Par contre, elle est archi complète et on a le chargeur. On a même le chargeur. Et elle est de 1979. 19. Voilà. Ok. Donc, elle est contemporaine de la Renaissance. Voilà. Donc on va pouvoir comparer. On va faire un comparatif de voitures électriques des années 70 où en fait dans les modèles qui roulent en Europe, il y en a que 2, c'est les 2 qu'on a essayé. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a que les Américains qui ont commencé vraiment à collectionner ce genre de machines. Il y a quelques années, on peut faire un petit clin d'œil sur
sur la 106. Oui, parce que la 106 est électrique et à côté, c'est des Z-Ways. Donc c'est vrai que ces voitures-là, il y a 10 ans, personne en voulait, quoi. Ça partait au domaine, c'était vendu. C'est ça. À la limite, on récupérait les pièces pour les thermiques, quoi. C'est ça, les pièces de carrosserie, les machins. Ils ont quasiment disparu, mais ça y est, il y a un petit regain d'intérêt. J'ai vu qu'il y avait des ventes aux enchères récentes où ça avait atteint des prix à nouveau décents. Donc peut-être qu'il y a un mouvement sur ces électriques anciennes à préserver, quoi. Tout à fait. Et là, il y a même la radio. Hein. C'est bien fait parce que contrairement à la R5 américaine, t'as une soufflante qui refroidit le moteur en permanence. Ouais. Ce qui n'est pas le cas sur le petit moteur de la R5 US. Ok. Donc ils avaient bien étudié la question. Donc c'est pas un bricolage, quoi. C'est pas que une bagnole de salon. C'est pas qu'une. Et les batteries sont où alors? Les batteries au plomb d'origine sont sous les deux. Étaient sous les deux banquettes, donc les deux coffres. Ils ont supprimé évidemment la banquette arrière. Voilà. Donc là, on a à nouveau des modules de voitures électriques d'aujourd'hui. En provisoire pour la promener. Pour la promener avec Voilà. l'immatriculation prototype. Voilà, exactement. Alors, ça, ce que les jeunes ne connaissent pas, la manivelle, Ne tombe jamais en panne. le biomécanique. Et alors j'embraye, mais en fait à l'arrêt normalement il n'y a même pas besoin. C'est la même boîte que la R5 Non, c'est la même année. Ah ouais. Voilà, faut utiliser l'embrayage. C'est la différence avec l'R5, il n'y a pas de contrôleur. Voilà. Ah ouais, tu fais patiner, Tu fais comme une thermique. C'est une thermoélectrique. Vache. Ouais, ok. Faut utiliser l'embrayage, sinon tu vas cramer tout. On va essayer Elle est de beaucoup plus nerveuse. Hein. Waouh, oui. Ah ouais, non, alors là, je suis bluffé. Ah, effectivement, il y a un petit bruit. Ah, elle est nerveuse. Hein. En fait, t'es en direct sur la batterie. Il y a juste une résistance sur le premier relais, quoi. Putain, là, il y a pas de perte, là. Dans le moteur. Ah non, mais c'est... Waouh. Franchement, elle marche par rapport à la R5. Là, on peut dire, les Japonais, ils ont fait quelque chose de... Je pense qu'avec les batteries plomb, ça devait être un petit peu plus tranquille. Hein. Alors, marche arrière, non synchro, bien sûr. Ça fait bizarre parce que on a vraiment l'impression que c'est un moteur thermique qui est dedans. C'est la première sensation que j'ai eue quand je l'ai utilisé. Alors ce qui est marrant, c'est comme la R5 d'ailleurs. Pour la première fois de ta vie, t'entends le bruit d'un embrayage. Oui, il est couvert normalement par le bruit du thermique. Quoi. Oui, puis tu as ce phénomène là de point de patinage avec le comme un moteur thermique. C'est juste génial, quoi. Non, mais c'est énorme. C'est énorme ce truc. Donc, et le tableau de bord en plus, le petit indicateur qui fonctionne, tout, quoi. Non, c'était bien fait pour un exemplaire unique, c'est incroyable. Le problème, c'est de retrouver l'histoire de cette voiture. Ça c'est ton boulot. Hein. Et ça, ce sera mon boulot. Je vous promets, si je trouve l'histoire, me dis pas qu'il faut que je fasse un double débrayage. Non, mais c'est génial. Franchement, alors là... Alors ça, on me l'a jamais fait, hein. Point de patinage avec une... T'es obligé de prendre le point de patinage avec une électrique. C'est juste énorme. Franchement, c'est énorme. Elle est géniale, cette voiture. Du coup, voilà, les indicateurs fonctionnent, tout fonctionne dans cette voiture. Elle est complètement fonctionnelle jusqu'à l'autoradio. Tu sais quoi, on est arrivé de la dépanneuse depuis le musée, où elle n'avait jamais fonctionné depuis sans doute 3-4 décennies. Il y avait juste un des tambours bloqués, le système de rattrapage de jeu. On l'a démonté, on l'a dégrippé, on a remis la roue. On a une demi-heure, le temps de comprendre un peu le câblage de la batterie de traction, et on allait faire un tour. C'est un truc de dingue, c'est de la sortie de Grange neuve. Vache. Non, mais elle est impressionnante, cette voiture. Même réflexe, on est obligé de monter les loquets. Et waouh. Non, franchement, waouh. Je découvre là une chose qui est vraiment fantastique. C'est fabuleux.
Bon, bah en tout cas, si je vous retrouve l'histoire de cette voiture, promis, je vous fais un épisode. Cet épisode ne serait pas complet si nous n'allions pas voir ce qui se cache dans la technologie de cet engin. On a ouvert le capot sous le capot. Voilà, le capot du front. Et donc, on peut voir les entrailles d'une voiture électrique sans électronique ou quasiment pas. Donc, on a des relais de puissance, des relais industriels qui permettent, suivant l'angle de la pédale d'accélérateur, de commuter différents courants qui vont passer à travers des résistances de puissance. Juste une précision, c'est du courant continu. Donc le moteur, c'est un moteur à courant continu, même principe que la R5, mais la technologie ici, bah, c'est encore plus rudimentaire. Ouais, alors que c'est la même époque, mais vraiment, ils ont pris un parti pris ultra basique sur la gestion de l'énergie. Donc ces relais envoient ou pas l'électricité dans une grosse résistance bobinée qu'on va peut-être voir en dessous. Donc là, on voit l'extrémité de la résistance bobinée qui est sous le boîtier du contrôleur en fait. Donc c'est ce composant qui permet, suivant qu'on commute une partie ou tout, de gérer le courant dans le moteur. On voit vraiment que la seule électronique, on entend, alors je sais pas si on entend avec le téléphone, avec la caméra, le tic-tic du convertisseur qui envoie des petites impulsions pour continuer à charger la batterie 12 volts. Ouais. Donc il s'arrête jamais. Lui, il fonctionne en permanence. D'accord. C'est pour ça aussi que tu débranches la batterie 12 volts, Voilà. parce que sinon ça décharge la batterie de traction au bout de quelques temps. En fait, la qualité du montage me fait penser à de la hi-fi JVC des années 70. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça On ressemble retrouve à cette ça. manière de faire japonaise. Mais c'est super propre. Enfin, c'est impressionnant, les cartes électroniques, machin. On voit les trucs qui sont pas percés 2 mm à côté, quoi. C'est juste. On peut faire la comparaison avec la Renault 5 américaine. Ouais. C'est assez intéressant de voir que c'est super bien rangé. Ah oui, par rapport au système américain, c'est on jette tout dedans et si ça marche, c'est bien. Ça marche. Enfin, celle-là, elle m'a vraiment séduit. Sans déconner. C'est le côté brutal. Ouais, puis je sais pas. Bah, Le côté pas d'électronique, pas d'emmerde. Je suis encore de cette génération aussi. Hein. Voilà, il est temps de conclure cette vidéo et de refermer pour un temps ce livre d'histoire qu'est Green Vision. Voilà, on est de retour dans le bureau. Et je voulais remercier Yann ainsi que toutes ces équipes qui nous ont accueillis aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin Bah écoute, alors déjà concernant ton équipe et ta chaîne, félicitations parce que Merci. je dois avouer que il n'y a pas beaucoup de gars aussi précis que toi et techniques, et on pense toujours que de faire des vidéos de qualité avec des éléments techniques, c'est pas vendeur, mais tu prouves le contraire. Voilà. Et puis on a passé vraiment une super journée. Enfin, je pense qu'on a parfaitement mixé le plaisir des beaux jouets électriques, L'utile et l'agréable. voilà, et puis la technologie. Moi de mon côté, je voulais juste vous dire que c'est probablement pas la dernière fois que vous me verrez chez Yann, parce que on a encore le petit 3 roues là qui est planqué en dessous du bordel, dont il va vraiment falloir qu'on parle, parce que technologiquement parlant, visuellement il a l'air de rien, mais technologiquement parlant, croyez-moi, c'est du lourd, et ça on va en parler. On va reparler de la Dauphine aussi au passage, parce que là elle était un peu au fond, et puis on va parler d'autres machines que vous entreapercevez comme ça, mais que vous verrez peut-être de beaucoup plus près au Choucroute Garage. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao. Bon, on est obligé d'y aller un peu violent, hein, quand même, hein. Voilà. Il semble que vous ayez besoin d'aide. Je peux prendre quelqu'un pour vous. Ah, t'aurais vu ce qu'il vient de me faire, là? Il y a Siri qui vient de me dire, il semble que vous ayez besoin d'aide. Oh, l'enfoiré, c'est vraiment un enfoiré, hein, le Siri, hein. Bien, pour tromper l'ennemi, cette fois-ci j'avais mis le bêtisier avant le spoiler. Je ne vais pas vous spoiler la prochaine vidéo, parce que je ne sais pas encore ce qu'elle sera. En effet, dimanche, il n'y aura pas de vidéo puisque c'est Pâques.
Si j'y arrive, je vous ferai un petit sujet pour lundi, et croyez-moi, j'ai un petit sujet en tête qui devrait vous plaire. Voilà. Par contre, je vais vous dévoiler un peu mon projet. J'ai mis mon scooter en vente pour pouvoir en acheter un autre, bien plus ancien, qui était une merveille d'ingénierie. Avec l'aide de Yann, j'ai l'intention de faire revivre un exemplaire du Vectrix, scooter GT électrique à grande autonomie, afin de vous faire quelques road trips étonnants avec cette machine. Allez, je vous en ai assez dévoilé pour aujourd'hui. Soyez prudents sur les routes et à bientôt. Salut!